conférenciers ont l'habitude d'initier leurs propos en disant qu'ils sont particulièrement heureux d'être là. Je voudrais vous dire ce soir, pour avoir travaillé longtemps avec la Norgende, que ce ne sont pas des mots convenus. Et je salue tout particulièrement le canal historique de la Norgende. Voilà. Lorsque le président m'a contacté pour faire cette conférence, je lui ai dit que je pourrais vous parler de l'évolution du bouton d'uniforme de 1812 à nos jours, ou bien de l'histoire de Sainte-Geneviève, de Attila jusqu'au rescrit de Jean XXIII. J'ai compris que ça ne le passionnait pas et qu'il voulait que mes propos sentent un peu le crottin. Alors, dans cette mecque des chevaux républicains, j'ai choisi une thématique un peu originale, puisque très méconnue, et je vais essayer brièvement de vous expliquer comment, en 2020, les derniers dinosaures, les derniers colonels commission de remonte, patrons des commissions de remonte, achètent les chevaux de la République. Alors, si tous les manuels d'équitation ne manquent pas de décrire les critères morphologiques de ceux que l'on pourrait qualifier de cheval parfait, très peu, en revanche, précisent les techniques d'achat pour le faire. Ce constat peut s'expliquer par le caractère taiseux de ce milieu, mais plus rationnellement par le fait que ces critères sont très évolutifs en fonction de l'emploi et de la destination du sujet présenté. Moi, je ne sais pas acheter un cheval de course, parce que ce sont des critères très spécifiques. Les militaires n'ont pas échappé à cette règle, et d'autant plus qu'ils ont toujours représenté des acheteurs potentiellement importants, réguliers, et dont les sollicitations se faisaient d'autant plus pressantes que les conflits représentaient des pertes importantes. Un chiffre est significatif à cet égard. La cavalerie napoléonienne, tous effectifs confondus, comptait 200 000 chevaux en 1804, elle en comptait 60 000 en 1814. Colbert, le grand commis de l'État que l'on sait, instigateur des rats nationaux, avait donc obligé les colonels, présidents de commissions de remonte, à renouveler leur monture chez les petits éleveurs. Cette obligation visait une double finalité aussi intelligente que complémentaire. Éviter les problèmes de consanguinité, dont de dégénérescence, que ne manquerait pas d'entraîner un élevage interne, fût-ce au niveau d'une division de cavalerie, faciliter et promouvoir l'élevage de petits éleveurs qui trouvent là un créneau correspondant au modèle recherché. Le régiment de cavalerie de la garde républicaine vit encore aujourd'hui sur cette pratique et choisit sa remonte, essentiellement à 90% du cheval de selle français, sur des critères de taille, 1,65 m minimum au garrot, de robe, alezan châtaigne pour le premier escadron, B marron, extrémité noire pour le deuxième, B brun, noir pour le troisième escadron, et de morphologie. Il faut que les chevaux de la République soient beaux. C'est ce dernier point que je vais développer en attirant votre attention sur le fait que cette méthode n'a pour d'autre but que d'adapter au mieux le poulain à la mission qui sera la sienne pendant les 10 à 12 ans où il servira la République. Il paraît bien présomptueux d'expliquer sur un ton docte et emphatique la façon d'acheter des chevaux. Si un principe doit guider l'acheteur, c'est bien celui de Socrate qui est le plus adapté. Tout ce que je ne sais, c'est que je ne sais rien. Bref, acheter des chevaux relève d'une leçon d'humilité permanente. Au demeurant, des gens plus talentueux l'ont fait avant nous. Je vous renvoie aux mémoires de maîtrise du colonel de la Porte du Teil portant sur l'achat des chevaux pour les centres équestres. Le colonel Laporte du Teil, un de mes illustres prédécesseurs, est le seul officier de gendarmerie dans l'histoire qui aura commandé le régiment de cavalerie et qui aura été l'écuyer de Saumur, le grand dieu, 35e grand dieu. Donc, l'écuyer en chef initie son propos de la façon suivante. Voilà des siècles que l'homme monte à cheval, et il semble à première vue stupéfiant que les critères d'achat du cheval de selle puissent être encore soumis à discussion. Comment se fait-il que l'esprit ne soit pas depuis très longtemps fixé à cet égard? En fait, rien n'est plus difficile que de faire le choix d'un bon cheval. Cet art réclame un œil exercé, des connaissances spécifiques et une longue expérience. Fin de citation. Ceci explique que les transactions sont souvent le fait de professionnels ou de marchands de chevaux. Ceci explique aussi que pour bien acheter, il est nécessaire de faire preuve de méthode. C'est cette méthode, fruit de l'expérience et des conseils avisés de nos grands anciens,
que je vais essayer de développer. La commission d'achat part généralement très tôt, puisqu'en cavalerie on ne fait pas grand-chose mais on le fait bonheur, ce qui lui permet de quitter Paris sans encombre et d'arriver en Normandie à une heure suffisamment matinale. La cour de la ferme est déjà pleine de véhicules d'hiver où le coup de pied des poulains traduisent leur inquiétude et leur impatience. Les éleveurs battent le pavé, mains dans les poches, casquettes vissées sur la tête, souvent impressionnés par le côté institutionnel de cette commission qui vient de Paris. Je rappelle pour mémoire que nous achetons toujours en civil, et ce pour deux raisons. La première, c'est que patauger dans la boue avec une belle tenue bleu marine n'est pas très adapté pour toucher des pieds de chevaux. Et puis surtout, l'uniforme crée une barrière entre l'éleveur et le colonel qui n'est pas toujours souhaitable. C'est l'heure du café et de la collation, précieuse pour établir le contact, donner le ton de la matinée, se renseigner sur la santé de l'élevage et les inquiétudes des éleveurs. Le lieu de la présentation a été choisi par le président du syndicat des éleveurs sur des critères essentiellement pratiques, position centrale, facilité d'accès, possibilité de stationnement, possibilité d'hébergement des poulains et bien sûr possibilité pour les faire évoluer. Le premier sujet est présenté. L'exercice s'avère difficile car très souvent le prix d'achat du premier cheval va déterminer les achats de toute la matinée. La commission est en place. Les mauvaises langues, dont vous ne faites pas partie, disent que si les gendarmes vont par deux, c'est parce que l'un sait lire et l'autre écrire. Parfois, d'autres disent que s'ils sont trois, c'est qu'un commissaire du gouvernement surveille ces deux dangereux intellectuels. C'est pour ça que la commission est à 4 personnes. Le colonel, le patron de la commission de remonte, qui est le seul habilité à établir le marché de gré à gré, le vétérinaire, le colonel vétérinaire, qui est le conseiller technique, bien sûr, du patron, l'officier adjoint du grade de capitaine ou de commandant, qui est le JO, le gentil organisateur, qui lui organise la tournée d'achat, et enfin, soit un major, maître de manège, ancien, qui amène son œil exercé et son expérience, soit un jeune lieutenant, tout frais, moulu de l'école, qui pense très fortement « nous sommes commandés par des incapables, vivement qu'on les remplace ». Outre le fait que chacun a un rôle bien précis, ce nombre est également un facteur d'équilibre qui met l'animal à son juste prix et calme les passions car les coups de cœur existent. L'achat comporte 3 phases distinctes. Viens Fabrice, viens. On se bat avec la bécane comme d'habitude. La clé est là. C'est un PowerPoint. La clé est là. Donc l'achat va comporter 3 phases bien distinctes. L'examen au tableau ou à la montre, l'examen sur la ligne et le dur, et enfin l'examen en action dans un manège ou un rond de longe. Voilà, donc on va voir, bien sûr, ça en direct. Pas sûr, non? Ah, si tu n'as pas le mot de corde, on ne va pas s'en sortir. Voilà. Donc, la première phase démarre par la présentation du poulain au sortir du vent ou de l'écurie. Méfiez-vous de la première impression, c'est souvent la meilleure, disait Talleyrand. Là encore, il faut garder dans un coin de sa tête la recette instituée par les Arabes, selon laquelle le cheval doit avoir 4 choses larges, le front, la poitrine, la croupe et les membres, 4 choses longues, l'encolure, les jambes, le ventre et les hanches, 4 choses courtes, les reins, les pâturons, les oreilles et la queue. Mais cela ne doit pas tourner à l'obsession. En clair, si un cheval est légèrement oreillard et qu'il se déplace comme un dieu, pardonnez-lui ses grandes oreilles. Le poulain est donc présenté en main sur une surface dure et plane et va entamer la visite par l'examen de la toise. Le vétérinaire mesure le cheval, le poulain, 1,65 m minimum au garrot est requis. Sachant qu'il va grandir, qu'il va sortir son garrot de 4 cm dans sa 4e année, cela mettra la moyenne régimentaire à 1,70 m, ce qui reste un gage d'homogénéité lorsqu'on défile par 12 et garantit un cheval armé et porteur. Tandis que le vétérinaire toise, le colonel lit le carnet d'identification du cheval et déchiffre ses origines. Sur ce dernier point, il faut raison garder. Les origines d'un cheval sont un éclairage, sont une projection pour l'avenir et non pour une fin en soi. Fixer le prix d'un poulain en fonction du prix de la saillie peut paraître périlleux, même s'il est compréhensible. À plusieurs reprises, nous avons eu l'occasion d'acheter
deux chevaux de même père et même mère à 2 ans d'intervalle et dire qu'ils ne se ressemblaient pas relève de l'euphémisme. Enfin, ce n'est pas parce que papa a fait l'ENA et maman HEC que le rejeton rejoindra les rangs polytechniques. En revanche, les origines sont précieuses, car l'homme de cheval retrouvera aisément les points forts et les points faibles de tel étalon ou de telle lignée. On dit en effet que l'étalon signe ses produits. Les uns seront chargés en ganache, auront des grosses joues et durs dans leur bouche. Les uns auront une très belle sortie d'encolure, d'autres le rein creux ou le jarret coudé. Par exemple, un étalon qui s'appelle Credo de Polstra avait une très belle, beaucoup de chic dans l'encolure, j'en achetais pas mal. Clown du Chêné, un autre étalon, avait des chevaux qui avaient des bouches très dures et on le retrouve dans les poulains. Il n'est pas interdit de s'user les yeux sur le remarquable guide des étalons édité par l'Éperon et où avis et des informations données sur les étalons émanent de gens qualifiés objectifs. Par ailleurs, la lecture du carnet apportera d'autres précieuses informations. Le suivi vétérinaire du poulain et la date de sa castration, s'il a été coupé, les dates des vaccins et rappels. Sa date de naissance, tout simplement, parce qu'entre le poulain qui naît au mois de février et le poulain qui naît au mois de juin de la même année, je peux vous assurer que le développement n'est pas le même quand vous le voyez, et il faut en tenir compte dans les appréciations. La certitude que le sujet présenté enfin est bien le bon et correspond à sa description signalétique. En toute bonne foi, il m'est arrivé plusieurs fois, et il est arrivé plusieurs fois à des éleveurs professionnels de présenter des poulains qui ne correspondent pas au carnet parce qu'ils en avaient 10 dans le camion. La lecture du carnet terminée et la toise évaluée, la suite de l'examen va se dérouler en 2 temps, dont le premier est l'appréciation des beautés et défectuosités du cheval, évalué à une distance d'au moins 1,5 fois son étendue et de préférence le soleil dans le dos. Car c'est curieux, quand on nous présentait les chevaux, on nous présentait les chevaux avec le soleil dans les yeux. Mais c'est une erreur, naturellement. Le colonel, le vétérinaire et l'officier adjoint entament une ronde infernale et ouvrent les yeux. Il ne suffit pas de voir, il faut regarder. Le lieutenant ou le jeune capitaine, accompagnateur, joue le rôle de scribe. Il va recopier le signalement du cheval sur un feuillet et noter systématiquement toutes les observations, positives ou négatives, que l'on va y mettre, ce qui sera très confortable quand on voit 10 chevaux par demi-journée pour faire le point avec les éleveurs et la critique en fin de journée. Le second temps passe par la palpation et le toucher, à user avec modération et précaution, car les poulains sortant du pré sont souvent un peu verts. C'est le moment de se présenter et d'apprécier. Les chevaux de la République, je vous l'ai déjà dit, doivent être beaux. Il faut donc éliminer les sujets trop typés ou déjà marqués. Les yeux verrons, c'est-à-dire un œil, les 2 yeux pas de la même couleur, un œil plus clair. Un ventre de biche, une absence de poils, ou des balafres seront sans appel. Les pieds fixent également l'attention de la commission compte tenu du revêtement agressif que représente le pavé parisien et qu'un mauvais pied peut faire du meilleur cheval un animal incapable d'assurer ses services. Le pied encastelé, au talon très serré, sera dépisté tout autant que les boîtes cornées trop petites ou asymétriques. Lorsque nous regardions attentivement la façon dont la bouche des chevaux était fendue, certains éleveurs nous prenaient pour des demi-fous. Et pourtant, il faut imaginer ce gros bébé de 3 ans, 2 ans plus tard, avec l'importante selle d'armes sur le dos et l'encombrant mort de bride dans la bouche. Après la vue, le toucher. Il est indispensable parce qu'il permet de voir l'état de la dentition ou de savoir si notre recrue est chatouilleuse des oreilles ou a mal au dos. Comment mieux déceler un petit suros, c'est-à-dire un petit kyste, un échauffement du tendon, un pied chaud ou des verrues ventrales que par l'auscultation de la main. De même, la flexion des boulets, la symétrie des hanches et l'état des pieds sont autant d'indicateurs précieux. Cette première étape franchie, c'est-à-dire là il ne faut pas hésiter à éliminer des sujets qui ne correspondent pas aux critères que je viens d'énoncer, on peut passer à la deuxième phase. Et je dois noter que l'élimination se fait alors sur le critère de la taille, parfois apprécié à la hausse par le naisseur. Eux, ils toisent 1,66, nous 1,60. Des fois, il y a quand même des appréciations curieuses. Donc, nous avons commencé par l'examen au tableau à la montre, et nous allons maintenant passer à la deuxième examen, qui est sur la ligne et sur le dur. Ce deuxième examen, qui de prime abord peut paraître moins important, reste en fait le juge de paix, parce que la vérité se situe sur la ligne et sur le dur. Le poulain est apprécié au pas et au trot
sur une route ou un chemin dur et plat, vu de face et de l'arrière. Une attention particulière va être portée à l'analyse de sa locomotion, à la qualité de ses aplombs. Une fois encore, il ne faudra pas être trop raide dans ses bottes, car tous les poulains n'ont pas été ferrés, voire parés, et se présentent sur des talons plats. Néanmoins, cet examen permettra de déceler toute boiterie suspecte, de voir des chevaux panards ou cagneux, et des allures étriquées, ou bien des beaux voleurs. Il est prudent de l'effectuer avec un mors dans la bouche et de recommander une allure modérée, car on ne voit rien dans la précipitation et l'excitation du galop. Alors cet examen il est important, parce que par exemple, si le cheval part de dos, vous le voyez partir de dos, et si vous constatez une oscillation de la queue franchement asymétrique au pas, eh bien il faut arrêter là l'examen d'achat. La queue étant constituée des dernières vertèbres du rachis, cette situation traduit une anormalité, soit au niveau des hanches, soit au niveau de l'engagement d'un postérieur. Lorsqu'un poulain s'est cogné la hanche, qu'il a ce qu'on appelle une hanche coulée, et que vous le voyez marcher, eh bien la queue oscille que d'un côté, à gauche et pas à droite. Vous n'achetez pas, il revient. Et ça, vous ne pouvez pas le voir autrement. Un cheval légèrement cagneux, mais non dévié de l'axe du membre, veut faire un bon soldat. Celui qui est fort panard et écrasé sur le boulet aura toutes les chances de faire vider les étriers à son cavalier sur la descente des Champs-Élysées. Enfin, il faut éliminer tout cheval boiteux, même légèrement, quitte à le revoir une autre fois. Si nous avons passé avec succès ce deuxième examen, eh bien, le cheval peut être dirigé vers le manège ou un rond de longe afin de l'examiner en action. Le troisième examen, dit examen en action, permet de compléter la visite d'achat et de se faire une idée très précise sur la classe de galop de notre soldat, son caractère, sa franchise et son aptitude à l'obstacle. Pour ma part, l'endroit idéal est un paddock de 17 mètres sur 35, c'est-à-dire assez étendu pour que le poulain ne se couche pas dans les tournants, mais assez ouvert pour qu'il puisse montrer son amplitude et galoper aisément, mais assez court aussi pour ne pas obliger les acheteurs à couvrir plus de terrain que leur élève. Il faut commencer à le faire galoper aux deux mains, à droite et à gauche. Cela lui permettra de cracher son feu et de prouver qu'il ne souffre pas d'emphysème ou pousse. Un cheval qui a de l'emphysème, c'est-à-dire une altération des alvéoles pulmonaires, va tousser très vite. Il ne sert à rien de faire du kilomètre cheval, car si les poulains ont des réactions violentes et vives, le fouet toujours à portée de la main est recommandé parce que certains n'ont pas le respect de l'homme, ils se fatiguent très vite et n'ont pas de fond. Il convient de les préserver pour évoluer leur aptitude à l'obstacle et plus précisément leur intelligence instinctive en termes d'équilibre et de franchise, voire de correction. Pour que l'appréciation soit exhaustive, deux efforts sont nécessaires. L'un sur une barre droite, avec une barre d'appel, l'autre sur un petit auxerre, c'est-à-dire des deux barres annexes. Le premier permettra d'apprécier la franchise, la façon dont il trousse ses antérieurs et gère son équilibre. Le deuxième obstacle va l'obliger, l'auxerre va l'obliger à révéler son amplitude et la couverture. Ces exercices sont toujours réalisés aux deux mains parce que la main droite révèle des surprises et fait chuter les cours des achats. En effet, dans les présentations officielles et les concours de jeunes chevaux que vous verrez, les poulains sont toujours présentés et gymnastiqués à main gauche. Il n'est donc pas rare de voir tout et son contraire selon que l'on se fait présenter à main droite ou à main gauche. Un autre point, un petit détail, mérite d'être souligné. Certains éleveurs craignant un refus privilégient un croisillon à une barre sèche. Cela me paraît une erreur, car bien souvent le poulain craintif poussé par la badine ne saute pas droit et a tendance à se rapprocher dangereusement du chandelier. Quand un poulain arrive et qu'il est poussé, et qu'il a, au lieu d'avoir une barre, il est obligé de la sauter, quand il a un croisillon, il se dévie et des fois il a tendance à sauter le chandelier, ce qui est dangereux. Enfin, ce moment particulier donne une ultime indication sur le tempérament de la future recrue et sur la relation entretenue avec le naisseur. Gai ou taciturne, joueur ou besogneux, collant ou furieux. Tandis que le propriétaire rattrape son cheval et le remonte dans le vent, l'heure est venue de la synthèse. Toutes les remarques émises pendant les trois phases que je viens d'énoncer ont été scrupuleusement notées par notre scribe
Et chaque membre de la commission s'exprime librement en donnant son avis. Cette dernière étape est importante car la commission est composée d'hommes et de femmes aux critères parfois divers et subjectifs. L'un appréciera le modèle, l'autre aptitude sportive, tel autre sera séduit par la couleur de la robe. Un de mes adjoints avait été capitaine et avait commandé le 3e escadron, dont les noirs. Quand on lui présentait un poulain noir, je savais qu'il avait déjà 2 points de plus à l'audimat, parce qu'il était noir. Voilà. D'autres sont séduits par les gris. À ce moment-là, il faut avoir en tête un seul adage que je trouve succulent. La lame use le fourreau, c'est-à-dire que la qualité est un mérite secondaire quand la défectuosité de la morphologie rend le cheval plus ou moins inutilisable. Le temps est venu de la tractation, qui s'effectuera de gré à gré entre 2 personnes et en aparté, le commandant de régiment et le naisseur. À chacun sa méthode. En ce qui me concerne, j'aimais bien me jeter à l'eau en faisant l'analyse de mes observations récoltées au cours de ces 3 phases. Je commençais par les points forts et terminais par les points faibles. Pour ma plus grande joie, les éleveurs étaient souvent d'accord avec moi, notamment pour la première partie. Au risque d'être accusé de parisianisme, ce que m'interdisent formellement mes aïeux languedociens, il faut bien reconnaître le particularisme propre à chaque région. En fait, le rapport avec l'éleveur n'est pas le même selon que l'on se trouve à Sartilly, à Rosières-en-Saline, à Mirande ou à La Roche-sur-Yon. Dans l'est de la France, les transactions aboutissent en 10 minutes. Bien qu'il soit d'un caractère naturellement réservé et taiseux, le Normand veut discuter parce que ça fait partie des affaires. Et il peut vous garder demi-heure pour discuter sur 50 €. Alors que vous avez le sentiment d'avoir convaincu et que vous l'estimez à bout d'arguments, en le poussant dans ses derniers retranchements, sur une question du style « Mais enfin, monsieur, vous êtes bien d'accord avec moi, votre poulain est fort cagneux de l'intérieur droit. » Il regarde fixement le bout de ses souliers et jette dans un souffle « Ah, si vous aviez vu sa grand-mère sur les barres à Saint-Lô en 62, mon colonel. » Vous obtiendrez gain de cause en sortant vos derniers atouts, c'est-à-dire en rappelant que le train ne passe jamais 2 fois et qu'un chèque n'a jamais fait de colique. On se souvient très souvent d'un cheval à travers de l'anecdote qui émaille son achat. Au gré des 30 000 km parcourus annuellement et des 400 poulains présentés, elle ne manque pas. Parfois, l'épouse apporte un coup de main appréciable à la conclusion du contrat et admoneste monsieur en aparté, car elle ne tient pas à représenter l'objet du litige en 15 ans tardif. La Normandie est une province indubitablement marquée par le rayonnement d'Alfred Lefebvre, dont la maison de Falaise était le rendez-vous incontournable de nombreux acheteurs, y compris les armées suisses et italiennes. Pater familias, siégeant au bout d'une table, de 10 à 15 couverts, invariablement dérangés par des appels téléphoniques retransmis sur un central téléphonique en bakélite noir de notre temps, monsieur Alfred était capable de représenter l'après-midi un cheval tondu et toiletté, vu le matin hirsute et crotté, sans que l'acheteur s'en aperçoive. Je pensais souvent à lui lorsqu'un éleveur me proposait un cheval de colonel. Mais ce même éleveur, témoignait d'une connaissance encyclopédique des studbooks, avait un appareil photographique en guise de Dieu et savait analyser les qualités et les défauts d'un foule en un coup d'œil. Parfois, la commission vit des séquences d'émotions. C'est souvent le cas des petits éleveurs qui vendent à la garde le ou un des 2 produits de l'année. Ainsi, au haras de Rosières-en-Saline, j'avais tapé dans la main de l'éleveur, et dans le milieu, parole fait foi, quand il se rendit compte à ce moment précis qu'il avait vendu son cheval. Il m'oublia complètement et les larmes aux yeux parla à son poulain, comme il le faisait certainement tous les jours depuis 3 ans, pour lui dire qu'il allait lui manquer. J'ai eu très peur que le cheval n'arrive jamais à la garde. Et vous ne serez pas surpris d'apprendre que notre homme appelait souvent son cavalier pour prendre des nouvelles. De même, le thème choisi une année pour le stand à l'occasion du Salon du Cheval était « La garde républicaine, vitrine de l'élevage français ». Un box occupait le centre du stand et chaque jour, une région d'élevage était mise à l'honneur au travers d'un cheval choisi pour sa représentativité. J'avais fait informer les naisseurs du jour où leurs rejetons seraient admirés et choyés par les nombreux visiteurs. Le lieutenant responsable du stand ne manqua pas de me faire remarquer qu'il s'apparentait parfois au pèlerinage de Saint-Jacques-de-Compostelle. Parfois, la commission d'achat joue un rôle pédagogique. Tel est le cas du lycée professionnel de Mirande, sous la houlette de leur dynamique professeur et cavalier du Sud-Ouest, M. Faye. Lorsque la commission arrive au club, une certaine fébrilité règne dans l'air. Les chevaux sont toilettés et prêts pour la représentation par les élèves.
très pédagogiquement un rectangle et dessiné à la craie sur le ciment pour la présentation au tableau. Et M. Faye veille en personne le bon déroulement et à la bonne place de ses apprentis. Leur application et leur attention font plaisir à voir. Et de même, le lycée a incorporé au régiment le premier maréchal ferrant féminin de son histoire. Autre lieu, autre anecdote, toujours dans le sud-ouest, nous voyons le premier cheval de la journée à Condon, dans la Toscane française, là où le bonheur est au fond du pré. Son naisseur est un monsieur de 73 ans, à l'accent fleuri, qui est venu avec sa femme et un couple d'amis du même âge. Bel alezan, à 3 balzanes au chaussée, notre anglo a le crin soyeux et le port de queue altier, propre à sa race. Lorsque j'arrive à la question finale de notre entretien, autrement dit le prix souhaité par le naisseur, celui-ci ne cesse de bouger sa casquette et m'annonce tout de go qu'il n'est pas vendeur. Croyant à une tentative d'extorsion de fonds, je reprends mon analyse, qu'il écoute avec une satisfaction manifeste, un peu dépité d'avoir perdu demi-heure alors que le cheval correspond tout à fait aux critères recherchés, je me fais plus pressant. Notre homme me précise alors qu'il a mené le cheval uniquement pour obtenir mon avis et qu'il ne peut pas me le vendre car il est né la veille de la naissance de sa petite fille. Le cœur ayant ses raisons que la raison n'a pas, le bel alezan n'est jamais monté dans la capitale. Ainsi, on peut difficilement imaginer ce qu'une épaule, une avant-main ou une ligne du dessus peut faire parler des cavaliers. Au travers des 12 000 km parcourus et 280 poulains achetés, on ne peut que saluer le sérieux, la culture d'homme de cheval et la cordialité des relations qui sautent souvent les générations. Cette qualité relationnelle me semble liée à la méthode d'achat que je viens de décrire et à l'attitude que l'acheteur doit adopter. Au départ, le marché est sans surprise. Nos éleveurs connaissent bien les critères de sélection d'un cheval de la garde et la somme moyenne que l'État veut bien allouer, 6 000 € à peu près actuellement. À partir de ce constat, pour conclure le marché, il faut un acheteur et un vendeur. L'acheteur cherche le meilleur cheval au meilleur prix. Le vendeur cherche à vous vendre le cheval que vous ne recherchez pas forcément. Ainsi sont les règles, où le dit le dispute ou non dit. Il faut accepter que le vendeur vende, même exagérément, sa marchandise, parce que c'est le commerce. Vous devrez, pour votre part, faire taire votre enthousiasme, masquer votre engouement et nuancer votre attirance. On ne peut pas dire à un homme qui a couché aux côtés de sa jument au moment de sa mise à bas et qui a vécu au quotidien l'apprentissage de son poulain pendant 3 ans que ce dernier est mauvais. Les imperfections et les tares doivent être nuancés et soulignés par rapport à l'emploi du futur cheval d'armes. Les philosophes du XVIIIe siècle nous ont appris cette grande vertu qu'est la tolérance. Elle doit être érigée en règle de vie pour tout acheteur, puisque la nature s'est invariablement compensée par une qualité et l'imperfection décelée. Le vendeur vous en saura gré, car l'adresse et la finesse de nos éleveurs sont bien connues et vécues instinctivement. Aussi est-ce avec un plaisir partagé que ceux-ci vous ouvriront largement la porte de leur maison pour que vous puissiez vous rafraîchir. L'expression est savoureuse lorsqu'on est au mois de février. Les intérieurs des éleveurs sont toujours soignés et chaleureux, car on reste très dépendant de son élevage et se ressemblent. Même odeur de cuir vieilli, cheminée qui crépite, photo agrandie du champion local, plaque de concours en guise de repos de plat, chien en boule sur les canapés, téléviseur allumé sur Ikea qui tourne en boucle. C'est dans cette ambiance familiale que l'on boit le café, que l'on commente et analyse tous les poulains présentés et qu'on refait le monde de l'équitation. Au crépuscule, lorsque la commission quittera la ferme pour rejoindre la capitale, l'éleveur sait que son cheval est retenu, mais il n'est pas encore acheté, car il devra passer le cap ultime et difficile de la vérité vétérinaire, qui décidera définitivement, après 18 clichés et 2 semaines de visite, de son aptitude à servir chez les hommes à képi rouge. Je vous remercie de votre attention. Et puisque c'est le jeu de l'exercice, je me livre au jeu de vos questions si vous en avez. Oui. Je voudrais savoir comment un cavalier choisit son cheval ou comment le cheval choisit son cavalier. Alors, normalement, c'est son commandant de peloton qui le lui attribue. Enfin, d'abord, le cheval qui est acheté à 3 ans va partir pendant 1 an au centre d'instruction de Saint-Germain, à Laye, quartier Goupil, qui est le centre d'instruction du régiment, qui forme les jeunes cavaliers et les jeunes chevaux. Il va aller à la section de débourrage pendant 1 an, où on va lui apprendre le b.a.-ba de son métier militaire. C'est-à-dire, pour des poulains qui ne connaissent pas l'homme. Accepter la selle, accepter le poids du cavalier, 2 effets de rêne, avancer, reculer, trotter, galoper.
Ensuite, en fonction de sa robe, il va être affecté à l'escadron. Quand on a un cheval alezan, on vient obligatoirement ici. On vient obligatoirement au premier escadron. C'est le commandant de peloton qui va l'affecter. Mais encore une fois, il ne faut pas être têtu. Il ne faut pas être têtu, car vous essayez parfois de former un couple entre un cavalier et un cheval, et la mayonnaise ne prend pas. Et là, le commandement n'a pas grand-chose à voir. Alors le cavalier ne vous le dit pas de façon directe dans votre bureau, il vous le dit le matin au botte-à-botte sur la piste. Donc vous voyez très vite, et il ne faut pas hésiter à changer. Et puis parfois, eh bien, c'est comme Montaigne et la Boétie, parce que c'était lui et parce que c'était moi, l'un tombe amoureux de l'autre, et ils vont rester 15 ans ensemble. Voilà. Donc il ne faut pas être... On peut... Je vais prendre un exemple plus concret. Si vous avez un cheval très bouillant, plein de sang, il faudra lui mettre dessus un cavalier très froid. Et à contrario, si vous avez un cheval qui est un gros nounours très froid, il faudra lui mettre un cavalier qui a un peu de peps. Parce que si vous mettez un cavalier qui est chaud sur un cheval bouillant, sur les Champs-Élysées, vous allez à la catastrophe. Hein. Voilà. Je rappelle quand même que le plus gros service de l'année, le 14 juillet, nous partons à 7 h, nous revenons à 13 h. Hein, ce sont des services extrêmement éprouvants et longs. Voilà. 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 Donc c'est les commandants de peloton. Oui. Entre les commissions de remonte militaire et la prise de service, quel est le taux à peu près d'attrition? Est-ce qu'on perd beaucoup et est-ce qu'on... Moi je voyais 400 poulains par an pour en acheter 53. Voilà. Il faut avoir beaucoup de chevaux parce que nos critères sont sévères. Il faut avoir beaucoup de poulains, d'abord parce que ça fait l'œil, et ensuite parce que c'est du nombre qu'on est la sélection, à travers tout ce que je vous ai dit. Et si on va approcher de ce qui est de mieux, le meilleur rapport quali, il faut avoir beaucoup. Si vous voyez 80 poulains pour en acheter 50, vous ne pouvez pas avoir cette sélection, c'est pas possible. Donc il faut avoir beaucoup. Et après, en termes de durabilité. De durabilité, alors en termes de durabilité, nous achetons à 3 ans. Nous achetons à 3 ans, de 3 à 4 ans, centre d'instruction de Saint-Germain. Ils arrivent dans les unités à 4 ans. On les confie à un maître ou un sous-maître de manège ou à un gradé pendant 1 an et ils font leur premier 14 juillet l'année de leurs 5 ans. Et nous présentons systématiquement la réforme à partir de 16 ans. De façon à ce qu'ils aient une... Donc, la réforme moyenne se situe à 18, 19, sauf pour les chevaux de fanfare. Parce que le cheval de fanfare, c'est un homme avec un instrument sur un cheval particulier, une place particulière, où des fois on fait durer un petit peu plus. Donc il y a 15 à 16 ans de vie utile au régiment. Voilà. Et après retraite. Voilà. Alors si je peux vous montrer, attendez, un petit résumé, comment on passe d'un à l'autre. Ah, il faut... Alors je vais vous allez, dire, sinon... Allez. Bon, alors voilà, bon. Je vous ai présenté sur ce titre Balthazar de Mazin par Prince de Turin et Razès qui marche, qui a été mon cheval pendant 7 ans, mon cheval de tête. Voilà, un cheval alezan avec Herminé, qui représente dans le gabarit, qui est un modèle de selle français tel qu'on aime les avoir, avec beaucoup de balanciers, un petit peu de chic dans le bout de devant, et assez porteur. Voilà. Ensuite, voilà, je vous ai parlé de l'examen au tableau ou à la montre. Hein, voilà, donc là, on est en train de faire le tour du cheval, de s'user les yeux dessus. Et là, effectivement, il faut passer par les doigts, parce qu'il y a des choses... Je vais prendre un autre exemple. Les chevaux ont parfois des verrues sur la ligne du ventre, en dessous. D'accord? Donc, la ligne de verrue part du fourreau et elle remonte jusqu'aux membres. Si vous ne passez pas la main, vous ne sentez pas les verrues. Une verrue, elle s'enlève. C'est une opération où le cheval est couché et elle s'enlève au bistouri élastique. Ce n'est pas neutre une verrue. Donc, c'est intéressant dans la négociation. Un cheval qui a un chapelet de verrue, on ne peut pas le laisser. Surtout si la verrue est placée au passage de sangle. Il faut l'enlever. Voilà. Voilà, donc le vétérinaire et on tourne. Ensuite, le deuxième examen sur la ligne et sur le dur. Donc voilà. Alors là, souvent les éleveurs ont tendance à exciter les chevaux pour qu'ils soient plus brillants et pour qu'ils masquent leur imperfection. Un cheval qui part un coup de cul au galop, ben forcément on n'y voit rien. Non, non, je disais au trot, il faisait un tour gratuit. J'ai dit, quand il fera le 3e tour, il sera plus fatigué que moi. Hein. Moi j'étais arrêté. J'ai dit non, non, je veux le voir au trot, calmement, sur la ligne et sur le dur. Voilà. Donc les éleveurs ont tendance à les faire... et le cheval, il demande que ça, il a 3 ans. Voilà. J'ai oublié un point. On nous présente des chevaux castrés, mais souvent des chevaux entiers. Alors pourquoi, d'après vous? Une castration, c'est 500 €, avec des risques importants. Ce n'est pas une castration, le cheval est couché, c'est une opération qui n'est pas neutre. Un cheval, dans le mois qui suit la castration, perd 50 kg. 50 kg dans le mois qui suit. Donc l'éleveur, il dit, mon cheval est brillant, il est entier.
Donc pour peu qu'il y ait quelques belles filles qui traînent par là, le cheval, quand il arrive, il a la queue sur le dos, il trotte comme un dieu, ça fait très bonne impression. C'est ce qu'on appelle un beau voleur. Donc là, il faut faire attention également. Il faut imaginer le cheval castré un mois après, vous n'avez pas la même vision. Et bien entendu, ces 500 € dans la négociation, ils vont rentrer en ligne de jeu. Et enfin, voilà, là on est dans un rond de longe, hein, dont le cheval, vous êtes dans un rond de longe 17-35, et voilà, vous faites sauter le cheval sur des obstacles. Et là, le cheval est en liberté, donc vous allez voir très vite comment il vient retaper sous la barre, comment il gère son équilibre, s'il trouve ses antérieurs, s'il laisse traîner ses postérieurs, s'il n'est pas très allant, vous allez voir des qualités qui vont vous intéresser. Voilà. Et bien sûr, le marché, après, il faut discuter. Voilà. Alors, c'est ce que je vous disais, en Alsace, vous faites un marché en 10 minutes. En 10 minutes, vous achetez un cheval. En Normandie, pour le Normand, la négociation fait partie du marché. Et il vous tient une demi-heure pour 50 €. Ça, c'est parce qu'il a l'impression qu'il ne fait pas une affaire. Il prend un plaisir jubilatoire à effectuer cette transaction. Donc, ils sont sympas, mais ils nous usent un peu, les Normands. Voilà. Et enfin, voilà ce qu'il faut éviter. Un dernier croquis. Voilà l'état et défectuosité d'un cheval. Voilà absolument tout ce qu'il faut éviter. Vous voyez qu'il y a de quoi faire. Hein. Il y a de quoi faire. Hein. Voilà. Bien, j'ai tenu les temps, oui. Une question. Oui. Est-ce que dans vos achats, vous vous êtes trompé? Bien sûr. Le droit à l'erreur. Bien sûr. Je me suis trompé de... bien sûr. Il y a deux chevaux qui hantent mes nuits. Ils s'appellent l'Omar et l'Aïpour du Bagné. Bien sûr. J'ai acheté... Parce qu'ils étaient fous. Parce qu'ils étaient impropres à servir dans Paris. Lamar et l'Aïpour du Panier, je me rappelle très bien, curieusement de la même génération, parce qu'il y a des crus, c'est comme le vin les chevaux, il y a des crus. Il y a des générations qu'on garde plus longtemps que d'autres. Et c'était des chevaux qui étaient dangereux, qui auraient tué leur cavalier. Donc il y en a un que j'ai demandé au général l'autorisation de le faire abattre. Ils partaient en vrille. Il partait en vrille, oui. Et vous imaginez, alors très clairement, entre l'intégrité physique d'un de vos gars et la vanité du colonel, vous voyez ce que vous choisissez. Et quand vous êtes en rempart 12 sur les Champs-Élysées avec 4 reines dans la main gauche, un casque et un sabre à droite, du haut de l'Étoile jusqu'à la tribune présidentielle, il y a 18 minutes de trot ininterrompues. C'est très long, 18 minutes. Hein. Et il y a des moments de solitude sur un pavé. Donc voilà, donc il ne faut pas... Mais oui, on peut se tromper, bien sûr. L'aspect psychologique du cheval, il est hyper difficile à détecter pendant cette période. La difficulté là, on vous présente un cheval, vous avez demi-heure pour le voir, il a 3 ans, il sort du pré, il a des chardons dans la crinière, il n'a jamais vu un homme. Donc le fait qu'il soit chaud ne peut pas vous aimer. Le fait qu'il soit un peu bouillant, ça ne vous aime pas. Ça vous aime pas. Après, il faut tout le savoir-faire de l'équipe de débourrage, c'est là que ça se passe. C'est l'équipe de débourrage à Saint-Germain qui va façonner un petit peu cette approche avec l'homme. Oui. Et régulièrement, le régiment charge une fois par an, je crois. Alors malheureusement, on n'a pas chargé depuis fort longtemps, et je le regrette, parce que... Est-ce que ces chevaux, quand ils vont charger, certains sont propres à la charge? Ah oui, non, mais tous les chevaux chargent, le cheval. Il faut garder à l'esprit que le cheval est un grand herbivore, qui vient du cheval de Przewalski, qui ne doit son salut qu'à la fuite devant le prédateur. Donc ça, il a dans ses gènes. Zorro qui appelle le cheval pour sauter dessus, c'est du cinéma. Le cheval, il va venir si vous l'appelez, si vous lui donnez une pomme tous les jours, parce que c'est un réflexe pavlovien. Mais le cheval ne doit... Pourquoi le cheval ne se couche pas la nuit? Parce que quand il est couché, il est forcément extrêmement vulnérable devant le prédateur. Donc le cheval a gardé ça dans ses gènes. Et donc, il ne doit son salut qu'à la fuite. Mais lorsqu'il oppose 600 kg à 70 sur les Champs-Élysées, c'est un peu embêtant. Voilà. Non, donc oui, le cheval... peu de chevaux se couchent la nuit, peu. Ils bloquent leurs articulations, ils dorment debout. Voilà. Bon, ben, si j'ai répondu à toutes vos questions, nous sommes prêts à nous recueillir sur le monument aux morts, là. Voilà. Une dernière, oui. Pourquoi on ne charge plus aujourd'hui? Alors, on charge... la garde n'échappe pas à l'accroissement des missions de sécurité publique, et je vais répondre parce que je disais souvent aux directeurs généraux qui visitaient dans cette même salle, des nombreux directeurs généraux qui sont venus visiter la garde et qui disaient quelque chose de très dangereux pour moi. Ils disaient, bon, ben aujourd'hui nous dirons qu'on a vu le colonel le plus heureux de la gendarmerie nationale. Le bonheur est suspicieux chez nous, c'est très dangereux. Et j'étais obligé de dire, monsieur le directeur général, je vais devoir quand même moduler votre enthousiasme,
Parce que j'ai un gros problème. Alors déjà, le directeur français qui est à côté a commencé à me regarder d'un drôle d'air. Je disais, le principal problème d'une unité comme celle-ci, c'est qu'elle fait un métier du 19e siècle avec des lois sociales du 21e. Je vais prendre un exemple précis. J'étais en poste quand on a attribué les jours de paternité pour les hommes. Vous savez qu'aujourd'hui, les jeunes papas, lorsqu'ils sont jeunes papas, bénéficient de 15 jours de paternité. Alors moi, j'ai demandé si c'était rétroactif pour moi, ça me faisait partir de moi, mais ils n'ont pas voulu. Eh bien, savez-vous combien j'ai donné de jours de paternité au régiment la première année où cette mesure a été mise en place? 800. Sachant qu'un cavalier monte 4 chevaux par jour, voilà la facture. Voilà, donc aujourd'hui, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de charge, et je le regrette, parce que c'est au-delà de l'aspect anecdotique, c'est extrêmement formateur pour les cavaliers. Extrêmement formateur. Et pour en avoir fait de nombreuses, je peux vous dire qu'on comprend pourquoi les cavaliers de l'Empire allaient se faire tuer sabre clair. L'expression grisée par la vitesse prend son sens quand vous chargez. C'est extrêmement impressionnant. Et on ne charge qu'avec 80 chevaux. À Hélo, on chargeait à 12 000. Voilà. Voilà. On charge à 85-100 chevaux. Je crois que la dernière charge a été faite à Deauville ou sur l'hippodrome de Vincennes, il y a 4 ou 5 ans. On n'en a pas fait depuis. Voilà. Mais c'est important. Pour en terminer, ne pensez pas que la charge, ce sont les Mongols déferlant sur la Chine. C'est parce que c'est dangereux que c'est extrêmement structuré. C'est très structuré, c'est très encadré la charge, c'est très réglementé. Hein. Effectivement, il y a le côté final où chacun pour soi, mais c'est très structuré. Voilà. Donc, espérons que nous aurons une charge dans ces prochains jours.